Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL dans le cadre de Mini-JT qui est organisé tous les jours du lundi au vendredi à 13 h. Et donc je vais attendre que vous puissiez vous loguer à cet effet. Donc nous allons commencer dans quelques instants. Alors, sachez également aussi que n'hésitez pas à partager aussi un maximum la vidéo. Sachez que Facebook limite la portée de nos publications. Et donc, il est important que nous puissions résister face à cette censure indirecte et donc de permettre à chacun d'entre vous, ainsi que bon nombre de citoyens, de pouvoir effectivement bénéficier de toutes ces informations. Alors, première actualité, le commissaire Facon sur la situation épidémiologique. Alors, ce que dit ce commissaire, il indique très clairement que quand bien même, en substance, quand bien même, il y ait donc une diminution du nombre d'hospitalisations liées à la contamination Covid-19, il n'en demeure pas moins que le débat sur l'obligation vaccinale reste toujours d'application. Et qu'est-ce qu'il dit en substance? Il dit, écoutez, concrètement en substance, voilà, même si effectivement il est probable, hautement probable qu'on ralentisse effectivement ces restrictions des droits et libertés des citoyens, il n'en demeure pas moins que le débat sur la vaccination obligatoire reste toujours d'actualité, surtout pour prévenir effectivement les scénarios futurs. Il le dit, même si on devait décider que dans le contexte actuel de la vaccination obligatoire, elle n'est pas opportune à ce jour, il faut voir comment on va se préparer à d'autres scénarios. Donc déjà, ils anticipent déjà d'autres scénarios, donc d'autres virus, probablement en septembre-octobre 2022. Et donc, bien évidemment, il y a ce risque que le débat sur la vaccination obligatoire puisse se poursuivre en tant que tel. Donc, faites attention, ne relâchons pas l'attention dans le cadre des discussions parlementaires. La situation, effectivement, est, n'est pas conforme avec la réalité de ce qui se passe dans d'autres pays. C'est quand même lamentable, mais pourtant, effectivement, c'est une réalité. Alors, la présidente de la Chambre des représentants, à savoir Eliane Tillieu, donc Parti socialiste, a clairement indiqué qu'elle était pour la vaccination obligatoire, mais elle était contre la taxe en cas de refus. Alors elle précise en indiquant, voilà, en substance, nous, on ne veut pas faire en sorte à ce que ceux qui ont les moyens financiers peuvent se dédier de cette obligation vaccinale. Elle considère que tout le monde doit pouvoir être contraint à cette vaccination obligatoire. Et donc, ce que je ressens dans son discours, c'est qu'il y aurait probablement donc un montant à payer en fonction des possibilités de chacun. Donc, en substance, ceux qui gagnent peu payeront peu, ceux qui gagnent plus payeront plus de taxes. En tout cas, c'est ce qu'on peut présupposer de sa déclaration, ainsi que des déclarations de d'autres membres du Parti socialiste. Donc, vous voyez comme quoi le fait de travailler, on est encore sanctionné, encore et encore plus. Alors, les salaires des présidents des partis politiques pour l'année 2020, ça c'est quand même assez marrant. Je trouve qu'ils sont beaux dans leur costume, mais également dans ce qu'ils touchent comme rémunération. Alors, le premier en tête, c'est bien évidemment le Parti socialiste, ceux qui indiquent qu'ils sont pour la protection des personnes les plus faibles, des plus démunis, des gens qui ne travaillent pas, il faut les protéger, etc. etc. Ce sont ceux qui gagnent le plus, visiblement. Quand on regarde un peu, Paul Magnette touche, avec 9 mandats, dont 3 rémunérés, il touche entre 251 000 euros et 405 000 euros. Donc, rendez-vous compte, qu'est-ce que ça fait par mois? Ça fait entre à peu près 35 000 euros au moins brut par mois, ce qui est quand même assez regrettable, surtout par rapport à la situation dans laquelle on est, à savoir que bon nombre de citoyens n'ont même pas les moyens, près de 1 million de personnes n'ont même pas les moyens de payer effectivement leurs factures de gaz et d'électricité, et le Parti socialiste, représenté par son président, il touche à peu près 35 000 euros bruts par mois, ce qui est quand même assez déplaisant par rapport à la situation. Alors ici ensuite vient
Le président du MR, il fait aussi bien, je trouve, grâce à son costume peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas ici on voit qu'en 2020, il a touché entre 213 000 euros et 363 000 euros. Donc vous voyez le compte, hein, si vous regardez, si vous faites le calcul, on est à peu près à une moyenne de 30 000 euros, ou entre 28 et 30 000 euros par mois brut. Et il exerce 17 mandats. Moi je ne sais pas comment ils font le MR, hein. 17 mandats. Alors, il y a 24 heures dans une journée, 24 heures. La majorité des citoyens exercent une fonction. Eh bien, le MR, le président du MR, ben, il montre l'exemple, il fait 17 mandats, 17 fonctions, rendez-vous compte, peut-être 6 mandats rémunérés, mais il en exerce 17. Je trouve que il m'épate, je trouve. Je trouve qu'il m'épate beaucoup. C'est un homme courageux, je trouve. Alors, ensuite vient le CDH, le président du CDH, Maxime Prévost. Il exerce 6 mandats, dont 3 rémunérés, et touche entre 182 000 euros et 273 000 euros bruts par an. Donc, voilà, donc ce sont des mandats qui coûtent quand même très très cher à la société pour un résultat vraiment très critiquable parce que on est loin du compte par rapport à la qualité des décisions politiques. Et ainsi de suite, je vous passe les détails, mais en moyenne, les politiciens gagnent en moyenne à peu près entre 120 et 130 000 euros en moyenne. Mais ici, PS et MR, c'est vraiment, on dépasse le plafond hein, de la moyenne. Je trouve que ceux qui sont au gouvernement et ceux qui dirigent le pays, je trouve qu'ils gagnent le plus. C'est bizarre tout ça, je trouve. Il faudrait un peu creuser un peu plus. Alors, en 2021, l'État se réjouit d'avoir perçu 33 milliards d'euros en termes de montant de TVA. 33 milliards. 33,3 milliards d'euros pour l'État. Alors, moi, par rapport à la question de la TVA, je tiens quand même à signaler 2 choses. Je ne trouve pas normal qu'on puisse ou qu'on doive payer un montant de TVA de 21% pour des besoins primaires. Donc, c'est-à-dire, par exemple, il n'est pas normal de payer 21% pour l'électricité, l'eau ou le gaz. Vu qu'il s'agit d'un besoin de première nécessité, pourquoi devoir payer 21%? Je veux dire, est-ce qu'on peut se passer de l'eau? Est-ce qu'on peut se passer du gaz ou de l'électricité? Non. Et quand on regarde un peu, il n'est pas quand même normal qu'alors qu'il y ait près d'1 million de personnes qui n'arrivent pas à payer leurs factures de gaz et d'électricité, de devoir continuer à payer de tels montants. Je trouve ça quand même très regrettable. Quand même, c'est un indicateur. Près de 1 million de personnes qui n'arrivent pas à payer la facture d'électricité. Qu'est-ce que c'est pour les autres factures? Donc je pense sincèrement que les partis politiques devraient regarder d'abord pas leur poche, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils gagnent, mais regarder la poche des citoyens pour déterminer si il est pertinent ou non de maintenir la TVA à 21% pour des besoins primaires comme l'eau, gaz, électricité. Alors une autre chose aussi, c'est concernant les services qui sont liés à l'administration publique. Est-ce qu'il est normal de maintenir une TVA de 21% par rapport, par exemple, aux prestations d'avocats? Quand vous savez déjà que les prestations d'avocats coûtent très très cher, donc certains facturent au-delà même de 165 euros de l'heure hors TVA, mais donc la moyenne est entre 120 et 160 hors TVA, 160 euros de l'heure. 120 à 160 euros de l'heure en moyenne hors TVA, si vous rajoutez la TVA, ben, vous arrivez à 200 euros de l'heure. Alors, quel est le citoyen qui peut se permettre d'avoir accès à la justice avec de tels tarifs? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut absolument que la TVA soit réduite pour l'accès à la justice. Comment peut-on accepter ou croire encore qu'on ait des droits et des libertés constitutionnelles, alors que l'exercice effectif de ces droits nécessite des sommes importantes à débourser? Et donc je pense que les politiciens
je pense clairement que ça les arrange, parce que si les honoraires d'avocats sont très élevés, ben, il y aura de moins en moins de personnes qui vont saisir les juridictions, et donc, bien évidemment, ça les arrange parce qu'il faudra recruter moins de personnel au niveau de la justice, et donc ça les arrange. Eh bien, je trouve ça quand même regrettable dans un État où la Belgique doit, pour respecter ses engagements au niveau européen, de permettre l'accès à toute personne de pouvoir disposer des services d'un avocat, et ce qui n'est pas vraiment dans les faits, parce que, bien évidemment, les montants sont exagérés et astronomiques. Donc, je tiens quand même à souligner que il faut absolument diminuer la TVA, notamment pour les avocats, ainsi que d'autres secteurs d'activité, bien sûr. Alors, le numéro INAMI. Ouais, vous savez que le ministre Van den Broek, qui est vraiment la star en Belgique, hein, vous savez qu'on ne parle que de vooruit. Peut-être un jour, on parlera de achteruit, mais pour l'instant, c'est vooruit. Eh bien, figurez-vous que les étudiants en médecine francophone sont particulièrement très fâchés par rapport à la position de Van den Broek de non seulement avoir fait en sorte à ce qu'il y ait des restrictions d'attribution des numéros INAMI à la sortie, disons, des études. Sachez que les études, c'est quand même 6 ans d'études et que, bien évidemment, on a établi, du moins les partis politiques ont établi donc un numerus clausus à l'entrée, et ici on veut mettre une forme de numerus clausus déguisé à la sortie, et donc les étudiants se posent la question de savoir est-ce qu'il est intéressant encore ou pas de continuer à étudier la médecine alors qu'on n'est pas sûr d'avoir un accès à la profession. Donc ça décourage les étudiants à poursuivre leurs études de médecine. Alors, je ne comprends pas la position du ministre Van den Broek pour 2 ordres de considération. La première, on parle de pénurie. Il y a une pénurie du personnel de la santé dans les hôpitaux, et lui, il fait exactement l'inverse. Il fait en sorte à restreindre et à limiter encore plus et davantage le personnel soignant dans les hôpitaux notamment. Est-ce que c'est responsable politiquement? Non, pas responsable du tout. C'est une décision politique foireuse, encore une fois, qui met à mal, bien évidemment, de manière indirecte, nos droits et libertés constitutionnels. Parce que s'il y a moins de personnel soignant, eh ben, il y aura plus d'engorgement dans les hôpitaux. Et plus il y a d'engorgement dans les hôpitaux, eh ben, plus on va nous restreindre encore et davantage nos droits et libertés dans le futur. Est-ce que c'est ça que veut vooruit? Alors, vooruit, je tiens quand même à lui indiquer aussi que ce qui se passe dans la réalité des choses, c'est que, alors, vous savez que depuis 2016, eh ben, il y a une augmentation du nombre de médecins spécialistes étrangers en Belgique. Vous savez qu'il y a beaucoup de médecins étrangers qui viennent en Belgique. Avant, on était à 7%, 7% de médecins spécialisés étrangers qui travaillaient dans les hôpitaux. Et maintenant, on est passé de 7% à 25% de spécialistes, de médecins spécialistes qui travaillent en Belgique. Donc, sur 28 000 médecins spécialisés, ben, vous avez 25% qui sont des médecins spécialisés étrangers. Et la question est de se dire, mais pourquoi favoriser des médecins étrangers en Belgique alors qu'on pourrait avoir des médecins qui sortent de nos universités en Belgique et de pouvoir leur garantir un travail? Pourquoi cette irrationalité qui n'est basée sur rien? Et lorsqu'on regarde la motivation qui est donnée par le parti vooruit, c'est justement pour contrôler le budget de la santé. Mais ce n'est pas un argument, ça. Parce que si vous avez, par exemple, 100 patients dans une commune, qu'il y ait un médecin, 2 médecins ou 3 médecins, qu'est-ce que ça change? Au pire des cas, ces patients seront répartis auprès de ces 3 médecins. Et ces médecins pourront toujours vivre. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on restreint
l'accès aux personnes en Belgique pour donner plus de chances à des médecins étrangers à travailler en Belgique. Est-ce qu'il y a une raison quelque part? Est-ce qu'il y a des accords politiques dans ces autres pays cachés? Je me pose des questions. Je me pose beaucoup de questions d'ailleurs à ce sujet. Vraiment, encore une fois, des décisions politiques foireuses, encore une fois. Alors, concernant la vaccination, qu'est-ce que ça coûte? La vaccination Covid-19, qu'est-ce que ça a coûté? Et encore une fois, une décision foireuse. Eh bien, figurez-vous que lorsque l'État a pratiqué la première campagne de vaccination en Belgique, eh bien, ça a coûté par personne 91,67 € par personne. Par contre, la vaccination dans des milieux de collectivité, comme par exemple les maisons de repos, les hôpitaux, dans les centres d'accueil d'asile, dans les prisons, eh bien, ont coûté 2 fois moins cher. Donc, c'est-à-dire, on est passé de 91,67 € à 42,55 €. Alors, moi, je me pose comme question, quel était l'intérêt de l'État à dépenser le double pour vacciner une même personne? Donc, une personne qui est vaccinée dans un hôpital, ça coûte à la sécurité sociale 42 €. Par contre, si on le vaccine dans un centre de vaccination, ça coûte à l'État 91 €, le double, plus du double. Et pourquoi ça coûte plus du double? Parce qu'il fallait établir la location des bâtiments, des charges, le coût des réfrigérateurs, etc., etc., la mise en place du personnel, tout ça, tous ces coûts auraient pu être réduits de par l'existence des structures mises en place déjà depuis des années. Eh bien, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi? On ne comprend pas. Est-ce qu'il y a une raison politique derrière pour s'assurer du contrôle de la vaccination, pour s'assurer que les personnes sont réellement vaccinées? Et est-ce qu'on a mis dès lors le paquet pour le contrôle et payer le double? Est-ce que c'est ça la vraie raison? Eh bien, je m'interroge. Je me pose beaucoup de questions. De l'argent gaspillé pour rien, encore une fois. Alors, vous savez que Novavax annonce que bientôt, le 21 février 2022, Novavax va trouver sa place en Belgique. En effet, la Belgique a commandé 510 000 doses, rendez-vous compte, pour permettre la vaccination de 255 000 personnes. Alors, quelle est la cible? D'abord, ce vaccin va être administré aux personnes qui ont des allergies. Ah. Ça, c'est assez étonnant. Donc, les personnes qui sont allergiques vont pouvoir bénéficier de ce vaccin. Est-ce que ce vaccin peut être administré d'abord aux personnes allergiques? Est-ce qu'il y a eu des tests prévus à cet effet? Comment le producteur de vaccin peut dire que ce vaccin est mieux adapté pour les personnes allergiques? Rien ne permet de l'indiquer. Deuxième cible pour les partis politiques, c'est de vacciner les personnes qui ont été vaccinées et qui ont eu des effets secondaires importants, graves. Ah, tiens, maintenant, les politiciens commencent à dire qu'il y a des effets graves pour les vaccins Covid-19. Tiens, c'est étonnant ça. Et donc, les citoyens qui se sont fait vacciner et qui ont eu des effets graves pourront bénéficier du Novavax. Tiens, étonnant. Et la troisième cible, ce sont les non-vaccinés, soi-disant les réfractaires, ici, je vois dans l'article. Donc, voilà, et ils disent, voilà, viennent ensuite les personnes non vaccinées qui seraient intéressées par le vaccin. Vous voyez? Comme quoi, tout est fait. Il y a de tout pour satisfaire tout le monde. Hein. Vous savez, il y a des vaccins... c'est comme les bonbons. Hein. Vous avez les bonbons à la framboise, à la fraise, à la banane. Eh bien, ici, c'est la même chose. Il y a même des vaccins pour les non-vaccinés. Je trouve que les politiciens sont vraiment soucieux des résistants à la vaccination Covid-19, je trouve. Je trouve que c'est ça que j'admire chez les politiciens. C'est vraiment l'acharnement à se préoccuper
des gens non vaccinés. Je trouve que leur salaire est bien mérité, je trouve. Je trouve. Ils sont vraiment tout choux, ces gens-là, je trouve. Bravo. Bravo. Je ne sais pas si c'est... Il y a plus que bravo. L'excellence. L'excellence dans les décisions, je trouve. Mais d'abord, moi, je mettrais quand même l'excellence dans le costume. Parce que je trouve qu'ils ont des très beaux costumes, je trouve. C'est vraiment... Moi, pour ma part, ça rend crédible ce qu'ils racontent, je trouve. Je trouve. Vous ne trouvez pas, vous? Moi, je trouve qu'ils sont top. Top qualité. Et surtout, surtout quand je vois que la Wallonie a été plombée, faillite, je trouve que ça montre très bien que la qualité de leur costume, c'est vraiment top. Alors, concernant les vaccins périmés, alors, vous savez qu'il y a énormément de vaccins qui sont périmés, et donc ça fait tout un scandale. Les gens se sont dit, les citoyens se sont dit, mais comment est-ce possible que l'État commande des vaccins, énormément de vaccins, ça va coûter énormément à la sécurité sociale, et on devra jeter ces vaccins-là. Montréal, elle rassure, hein? Elle rassure. Attention, pas de panique, du calme. On a une solution. On prolonge le délai. Donc, on va prolonger, effectivement, la date de péremption. Elle le dit clairement. Le délai de péremption des vaccins Pfizer a déjà été prolongé de 3 mois. Et il se pourrait qu'il soit à nouveau prolongé. Donc, on prolonge, on change les étiquettes. Hein. On change les étiquettes. On met 3 mois en plus. Et si ça ne va pas, encore 3 mois peut-être, qui sait, hein. On fait comme les décisions politiques. Hein. On prolonge l'état d'urgence épidémique. Et en même temps, on prolonge le délai de validité des vaccins. Je trouve que c'est cohérent, je trouve. Je trouve que c'est cohérent. Top canon. Alors, concernant effectivement cette date de péremption qui a été prolongée, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux? Et est-ce que c'est toujours efficace, ces vaccins? Alors, les politiciens, ils ne prennent pas position au niveau scientifique, hein, mais après vérification, l'Agence européenne des médicaments a bien autorisé cette augmentation de la durée de conservation pour les vaccins. C'est tout à fait possible quand on constate avec le temps qui passe que la validité de ces vaccins ou de ces médicaments va au-delà de ce qui est prévu. Explique Sophie Lucas, l'immunologiste et présidente de l'Institut de l'Université catholique de Louvain. Alors, je tiens quand même à préciser que Sophie Lucas est celle qui avait signé la lettre comportant un certain nombre de scientifiques et qui a essayé de discréditer donc Geert Vanden Bossche, le professeur Geert Vanden Bossche, qui s'oppose à la vaccination obligatoire Covid-19 au sein des enceintes parlementaires. Effectivement, elle s'oppose et elle a considéré, effectivement, cette immunologiste, donc Sophie Lucas, a estimé que Geert Vanden Bossche n'est pas un expert, il ne peut pas parler en tant qu'expert, il doit parler comme un auteur d'opinion, mais pas en tant qu'expert. Vous vous rendez compte? Et donc c'est la même personne qui dit, non, pas de problème, hein. C'est bien efficace, on change les étiquettes, hein, 3 mois, et puis au pire des cas, encore 3 mois. Pour les récalcitrants, peut-être que certains hésitants vont se faire vacciner, et donc on va prolonger. Hein. Mais il n'y a pas d'études scientifiques qui le démontrent, par contre. Alors les études scientifiques sur l'efficacité du vaccin après 3 mois qui a été prolongé par rapport à la vaccination, rien. Rien du tout. Mais c'est efficace, il faut croire, il faut faire confiance à la pluie et au beau temps, comme on dit. Alors, la réforme du marché du travail. Alors, tenez-vous bien, parce que ça commence à faire beaucoup de bruit. Et les partis politiques n'ont pas été transparents et sincères dans leurs déclarations. Et je vais vous indiquer pourquoi. Parce qu'ils sont choux, ces gens-là, je trouve. Et vraiment, ils se préoccupent officiellement des travailleurs et des gens qui ne travaillent pas. Par contre, officieusement, quand on regarde certaines choses, c'est qu'ils veulent emmerder
non seulement les chômeurs, mais également les personnes qui sont malades. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, que dit cette réforme sur le marché du travail? En bref, en très bref, tout d'abord, il y a une possibilité de ne travailler que 4 jours. Alors les gens se disent, ah mais c'est bien, donc j'aurai le même salaire en travaillant non pas 5 jours, mais 4, voire même plus, parce que si vous travaillez 4 jours, vous devez travailler plus longtemps, et donc vous aurez une prime complémentaire si vous travaillez plutôt le soir. Alors les gens se disent, mais ça c'est très bien. Mais en fait, cette mesure a des conséquences importantes. Elle va d'abord chambouler le système de la garde alternée par rapport aux enfants, pour les couples qui sont séparés. Ben, comment ça va se passer concrètement? Si la personne travaille plus la journée, est-ce qu'il pourra aller chercher les enfants à l'école? Est-ce qu'il pourra s'en occuper pour les devoirs? Ça, les politiciens, ils s'en foutent de ça. Ça, c'est pas un problème, ça. Par contre, leur problème à eux, c'est de pouvoir dégager du temps pour les employeurs, mais également pour les employés. C'est-à-dire qu'ils veulent que les employés travaillent moins de jours, c'est-à-dire 4 jours, pour que le 5e jour, ils puissent travailler auprès de quelqu'un d'autre, faire du chiffre, gagner de l'argent, et qui dit gagner de l'argent, dit payer des taxes en plus. Donc les gens auront l'impression de gagner plus, mais après, ils vont payer plus. Et en gros, ils vont se ruiner la santé à travailler. Vous voyez? Ça, c'est une des choses. On va faire rentrer plus d'argent en faisant travailler plus les gens en tant que tels, c'est-à-dire plus tard le soir, et même le jour de congé, pour engraisser encore plus et encaisser plus des impôts. Ça, c'est le premier objectif. Alors, le deuxième objectif, c'est quoi? C'est que si un employeur effectivement, n'a que 4 jours pour son employé et 1 jour le vendredi, par exemple, eh bien, le vendredi, il pourrait prendre, par exemple, un chômeur qui serait prêt à travailler 1 jour. Et donc, si on fait travailler ne fût-ce que les chômeurs 1 jour, on va les payer beaucoup moins, l'État va payer beaucoup moins les allocations de chômage, et donc, bien évidemment, on devra payer moins, et donc, ça, c'est une bonne chose en tant que telle. Mais on ne parle pas de formation, on ne parle pas d'adéquation des mesures. Donc, il y aura plus de pression pour les chômeurs, mais également plus de pression pour les personnes malades. Parce que quelqu'un qui est en burn-out, on va leur dire, mais écoutez, vous pouvez peut-être travailler dans tel secteur. Donc, il y aura plus de panoplie de travail, donc il y aura plus d'employeurs qui pourront offrir le vendredi, et donc l'État va dire aux chômeurs et va dire aux malades, aux personnes qui sont en burn-out, par exemple, dire, bah, écoutez, vous savez, ce travail est plus adapté, il y a ceci, il y a cela. Donc il y aura plus de pression en tant que tel. Alors, aussi, autre modification, c'est 5 jours de formation par an. Donc on va donner un droit aux travailleurs de faire des formations. Donc l'employeur ne pourra rien dire, il devra se taire, et donc il devra dire, voilà, moi je veux apprendre à cuisiner, par exemple, ou à savoir faire ma pelouse. Le dimanche, eh ben, l'employeur devra se taire et devra payer en plus ses droits de formation. Alors, autre chose, c'est la possibilité de travailler pour un autre employeur pendant son préavis. Donc, imaginez-vous, le travailleur donne son préavis, ou l'employeur donne son préavis. À quoi ça sert un préavis? Un préavis, ça sert tout simplement à permettre tant au travailleur qu'à l'employeur de trouver un autre travailleur ou pour le travailleur de trouver un autre emploi. C'est vraiment le délai tampon. Et donc, avec l'obligation pour l'employeur de payer la rémunération. Il faut savoir que le préavis, c'est une prolongation du contrat de travail. On est toujours dans le cadre du contrat de travail. Et bien, dans cette modification, qu'est-ce qu'il est indiqué dans cette proposition de modification des relations de travail, du droit du travail? On va donner la possibilité au travailleur qui est en période de préavis d'aller travailler auprès d'un autre employeur. Donc, l'employeur, lui, il va se retrouver sans personne. Donc, en fait, c'est un préavis qui n'est pas un préavis pour l'employeur. Donc, en substance, l'employeur va se retrouver avec une mission qui n'est pas exécutée et donc un risque
effectivement, pour cet employeur de perdre du chiffre d'affaires et peut-être mettre en péril son entreprise. Eh bien, ça, c'est grâce à la Vivaldi. Hein. Je trouve que Vivaldi, ça fait penser, bien évidemment, vraiment à la musique classique, je trouve. Je trouve que peut-être que les politiciens réfléchissent avec de la musique classique. Je trouve que ça leur donne pas mal d'idées, je trouve. D'ailleurs, la Vivaldi, je trouve que c'est un chouette nom, je trouve. Je trouve que c'est innovant. Je trouve qu'ils sont innovants, les politiciens. Alors, Deliveroo et Uber seront beaucoup plus réglementés. Et donc, ce que les politiciens vont faire, c'est quoi? Une personne qui ne trouve pas de travail, eh bien, ils peuvent s'adresser à des entreprises comme Deliveroo, comme Uber, pour essayer donc de trouver une voie d'issue pour gagner, gagner une rémunération et de pouvoir vivre. Eh bien, la Vivaldi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non. Ah non, hein. Il dit à Deliveroo, écoutez, s'il y a 2 critères au moins, tels que visés par la réglementation européenne, la directive européenne, qui est rempli, eh bien, ce travailleur ne sera plus un travailleur indépendant, ça sera un travailleur salarié, et donc vous devrez payer des cotisations, vous devez payer ceci, vous devez payer cela. Mais que vont faire ces entreprises comme Deliveroo et Uber? Eh bien, ils arrêtent d'engager, hein. Terminé. Et ces personnes-là vont se retrouver à charge de la sécurité sociale, c'est-à-dire chômage ou CPS, grâce à des décisions politiques foireuses. Donc on empêche les personnes qui veulent travailler et de trouver une voie d'issue à se retrouver tout simplement sans rémunération pour pouvoir vivre. Eh bien, je trouve ça vraiment, encore une fois, scandaleux et foireux en plus, comme décision politique. Alors, autre chose, dernière information, les propos de Philippe Claus, hein, vous savez que Philippe Claus, Parti socialiste, hein, encore une fois, je trouve que le PS, je trouve que ce sont des personnes qui reviennent souvent dans l'actualité, je trouve. Ils sont sur le podium. Alors, il dit ceci, un des gros problèmes dans le cas des manifestations, c'est que les gens pensent que la liberté de manifester est totale. Donc des propos vraiment très extrêmes pour essayer de faire croire que les personnes sont dans l'illégalité, en tout cas, pour faire croire en tout cas que certaines règles, en tout cas que les gens abusent du droit de manifester. Alors, moi je tiens simplement à indiquer ceci à Philippe Claus. Il est vrai qu'effectivement, nous devons respecter la loi et la Constitution. Ça, c'est tout à fait juste et correct. Effectivement, il faut introduire une demande d'autorisation pour pouvoir manifester. Et en général, elles sont effectivement autorisées, les manifestations, si vous introduisez effectivement la demande. Mais ce que je reproche vraiment, à tous les partis politiques, pas seulement au PS, hein, mais bon, le PS est dedans, parce qu'en général, les manifestations se font sur Bruxelles, donc c'est Parti socialiste, donc voilà. Ce que je reproche vraiment aux différents bourgmestres, et notamment donc, au bourgmestre Philippe Claus, c'est qu'il n'y a aucun contrôle dans le cadre de la violence policière. Parce que nous avons des témoignages de personnes, dont notamment une maman, qui a eu des coups de matraque sur la tête alors qu'elle recherchait sa fille. Eh bien, le critère de proportionnalité n'est vraiment pas du tout respecté. Et la loi sur la fonction de police est réellement pas respectée du tout. Ça, c'est la première chose que je peux dire. Quels sont les moyens de contrôle au niveau légal pour s'assurer que l'action policière respecte le prescrit de la fonction de police? Aucune. Il n'y a rien qui permet de vérifier cet usage abusif de la force, pour vérifier effectivement le contrôle. Et je vais même bien plus loin encore. Lorsque la police se trouve dans les manifestations, il nous revient qu'effectivement leur matricule n'apparaît pas effectivement sur leur costume. Et donc, une personne qui se retrouve avec un coup de matraque sur la tête,
il veut, par exemple, porter plainte contre ce policier, eh bien, il ne sait pas le faire, parce que tout simplement, il n'est pas identifié ou identifiable. Alors que, bien évidemment, la réglementation en vigueur oblige le policier à faire en sorte à ce que ce matricule soit visible. Donc, non seulement, et je dis ça à M. Claus, qui nous écoute certainement, vu que nos vidéos sont écoutées par bon nombre de politiciens, je tiens à indiquer à M. Philippe Claus, s'il veut respecter les droits et libertés constitutionnelles, c'est quand même de s'assurer qu'à l'avenir, dans les prochaines manifestations, que leur matricule, qui se trouve juste là, soit visible. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir, au début de la manifestation, comme à la fin de la manifestation, de placer des caméras pour voir vraiment le contexte dans lequel cette violence policière s'inscrit. Parce que d'après le nombre de témoignages que nous avons eus, eh bien, tout porte réellement à croire qu'il y a violence policière et non-respect de la loi sur la fonction de police, telle que prévue notamment à l'article 37 de la loi sur la fonction de police. Donc, j'espère que notre propos est de dire que la Constitution doit être respectée tant par les manifestants, bien évidemment, introduire effectivement une autorisation pour manifester, mais il faut aussi que la Constitution soit respectée aussi par les bourgmestres et, et surtout la loi sur la fonction de police. Donc s'assurer que le matricule soit visible, ce qui n'est pas le cas visiblement. Et la deuxième chose importante aussi, c'est qu'il faudrait placer dans les manifestations des caméras pour se rendre compte qui provoque qui. Et voir un peu aussi que les conditions de la loi sur la fonction de police sont respectées et de voir concrètement le critère de proportionnalité par rapport à la violence policière. Donc voir un peu si effectivement qui est en tort ou qui est en raison. Eh bien c'est ça qu'il faut faire. Parce que les citoyens ne demandent pas mieux, hein, que tout soit filmé, hein, ils ne demandent pas mieux. Et qu'on filme, et on se rendra compte qu'il y a un vrai problème dans la jouissance effective des droits et libertés constitutionnels. Et d'ailleurs, demain à 15 h, vous allez avoir le témoignage d'une personne qui, bien évidemment, pourra témoigner de cet état de fait. Voilà les amis. C'était le JT de 13 h, donc aujourd'hui j'ai voulu faire ce JT debout pour être peut-être plus spontané, plus en direct, plus connecté avec vous et pour moins m'énerver aussi. Merci à vous. Ciao, à demain.